Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette table ronde qui va questionner la gouvernance de l'entreprise dans des phases importantes, dans des phases de transformation et de diversification. Alors de la décision à la mise en œuvre, qui intervient ? Comment traduire une vision dans les aspects opérationnels de l'entreprise? Qui mène la transformation? Quel rapport entre les actionnaires, le management, la famille, la direction? Beaucoup de questions que nous allons poser à nos invités pour cette séquence. Alors je vais commencer par vous. Fabien Derville, vous êtes président de Mobivia et du groupe Decathlon et vous êtes donc membre de la famille Mullier. Bonjour. 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 Oui, vous avez des micros, mais moi c'est déjà accroché. D'accord. À vos côtés, Vincent Papazian, bonjour, vous êtes directeur général de Grant Thornton et directeur national de l'audit. Bonjour. Et enfin, Damien Daher, donc vous êtes général partner chez Cordair. Alors Cordair, c'est la holding familiale du groupe aéronautique Daher, qui est donc un groupe familial également. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Alors ma première question, elle est plutôt pour poser un peu ce contexte. Donc on va parler transformation, diversification. En quoi est-ce que c'est différent ou peut-être particulier dans une entreprise familiale, Fabien Derville ? Eh bien, je dirais d'abord que cette réponse peut changer selon l'époque dans laquelle on est, soit par le marché, soit par le contexte concurrentiel, soit même par les souhaits des actionnaires ou des dirigeants. Donc il faut se laisser surprendre par cette question-là, parce que selon le temps, on peut y apporter une réponse différente. Donc je suis plutôt, moi, personnellement, sur le « et », transformation et diversification. Mais en mettant un peu de relief, je dirais que la transformation, c'est une responsabilité qui appartient à l'exécutif. Alors que la diversification pourrait être une responsabilité qui se trouve au sein des actionnaires, que de flécher des investissements sur un périmètre autre que le core business. Donc c'est pour moi un marqueur important à adresser de manière à ce que tout le monde soit OK. Les dirigeants dirigent et l'enjeu pour eux, c'est la transformation. Les actionnaires ont la responsabilité des investissements, bien sûr le grand chapitre des investissements, et donc c'est une question qui leur appartient sur la répartition des risques. Et la diversification est un risque supérieur à la transformation. Ça, c'est mon expérience qui parle. Et pour ça qu'il faut, quand on diversifie, avoir une performance financière bien supérieure aux moyens que l'on met dans la transformation du core business. On parlera effectivement des modalités de ces transformations et de ces diversifications. Juste un mot encore sur ce sujet. Un des thèmes majeurs de transformation actuellement pour les entreprises, c'est la RSE. Est-ce que c'est particulièrement ressenti par les entreprises familiales actuellement ou pas ? Alors en fait, on a interrogé les ETI récemment dans un baromètre de Grant Thornton. Et ce qui en sort, c'est qu'il y a 60% des ETI qui considèrent avoir une maturité assez avancée en matière de durabilité, en matière de démarche RSE. D'ailleurs, 3/4 d'entre elles ont soit déjà réalisé un diagnostic RSE, soit se sont dotées d'un bilan carbone. Alors, en fait, ce chiffre, moi, il me semble illustrer le fait que l'entreprise familiale, et je pense que ça a été dit un certain nombre de fois cet après-midi, les entreprises familiales inscrivent leur action dans la durée, durabilité. Je pense qu'il y a une résonance immédiate qui se fait. Et puis, je dirais que les entreprises familiales, elles n'ont pas attendu, je dirais, presque la mode des concepts autour de la raison d'être, des sociétés à mission, pour inscrire leur action véritablement dans la durabilité, dans une démarche sociétale. Et beaucoup d'entre elles ont développé, déjà il y a longtemps, des projets d'entreprise pour dialoguer avec leurs parties prenantes, internes ou externes. Alors, je pense qu'il y a certaines familles business, certaines entreprises familiales qui conçoivent la transformation RSE comme une opportunité, un levier de transformation pour améliorer leur performance, pour éventuellement questionner leur modèle d'affaires, mais également pour travailler sur l'attractivité des talents, qui est quand même l'élément central en matière de développement futur. Et puis il y en a d'autres qui voient dans cette réglementation européenne, au-delà de la démarche, une contrainte excessive, au regard notamment des successions de crises qu'elles ont vécues ces dernières années, crise sanitaire, hausse des coûts d'énergie, hausse des taux d'intérêt et rupture en matière de chaîne d'approvisionnement. Et donc ces entreprises familiales, c'est souvent les plus petites,
qui pour l'instant n'ont pas encore une pression extrême en matière de reporting sur des données RSE, tout simplement parce qu'elles n'ont pas d'actionnaires au capital, qu'elles n'ont pas forcément des grands donneurs d'ordre. Mais avec le déploiement progressif de la CSRD, ce besoin de reporting va croître, ne serait-ce que pour les grands donneurs d'ordre, pour les clients, pour pouvoir élaborer des bilans carbone de scope de niveau 3. Effectivement, la taille de l'entreprise, la maturité joue énormément, aussi bien sur les enjeux de transformation, de diversification que RSE. Daher, vous faites partie des groupes plutôt de grosse taille, de belle taille. Vous faites beaucoup de croissance externe. Comment est-ce que ça s'organise chez vous, cette croissance externe? Qui prend les décisions et comment est-ce qu'elles se prennent? Alors, effectivement, peut-être remettre dans le contexte. On a 160 ans d'histoire. Dans les métiers, on a été armateur, logisticien, et aujourd'hui, on est équipementier aéronautique, et je passe de tous les métiers qu'on a pu avoir précédemment. Donc, comment est-ce qu'on fait? Je vais peut-être revenir un tout petit peu sur, dans les 160 ans d'histoire, l'organisation qu'on nous avons. Nous avons Génération Daher qui réunit, c'est une association qui réunit les 700 membres de la famille descendants et valeur ajoutée. L'objectif, c'est de s'assurer de la cohésion de cette famille. Dans ces 700 membres, il y a 350 qui sont actionnaires et qui sont réunis sous l'entité Corps Daher, qui est la holding animatrice du groupe. Et puis, on va avoir un peu plus, cette société est une société en commandite par action, et donc il y a les commanditaires, c'est les 350 actionnaires, il y a les commandités qui sont nommés par les commanditaires, qui sont au nombre de 8, et qui, eux, prennent les décisions au quotidien. Et ça, c'est vous? Et je suis un des 8 commandités, donc le général partner de tout à l'heure, c'est le terme anglais pour commandité. Et les commandités vont recevoir les dossiers d'acquisition ou de cession de la partie opérationnelle. Je reviendrai un petit peu après. Sur la partie opérationnelle, il y a un conseil d'administration qui est... donc l'entreprise fait 1,6 milliard de chiffre d'affaires avec 14 000 employés aujourd'hui. Et le conseil d'administration, il y a 12 administrateurs, dont 6 qui sont administrateurs familiaux. Et là-dedans, quand le COMEX vient avec un dossier d'acquisition, il va présenter au conseil d'administration, et le conseil d'administration, d'un point de vue opérationnel, va valider ou non le dossier, et faire ses recommandations. Et ensuite, si jamais cela fonctionne, ça passera au niveau de Corps Daher, et Corps Daher validera d'un point de vue patrimonial, gestion du risque. Un petit peu ce que disait Fabien tout à l'heure, sur les visions long terme, comment est-ce qu'on peut s'organiser. Voilà comment sont prises les décisions et à quel niveau la famille est impliquée dans les décisions. Et n'importe quel dossier peut arriver sur votre table. En fait, comment est-ce qu'on décide si oui ou non on dépose un dossier sur votre table? Tout à fait. Alors, après, il y a un autre élément, ce sont les plans stratégiques. Les plans stratégiques sont définis tous les 5 ans. Chaque entité, compagnie Daher, donc la holding opérationnelle, Corps Daher et Génération Daher, définissent leur plan stratégique et sont responsables de leur plan stratégique. Ils définissent la vision à 5 ans. Là-dedans, une fois que la décision, le plan stratégique est défini, le CEO est pleinement au courant de ce que veut faire l'actionnaire ou non. Je prends un exemple. Dans la famille, une des valeurs de la famille, c'est de ne pas investir dans la partie de la défense. L'aérien et la défense sont des secteurs très proches. La partie de la défense, la ligne rouge qu'on a fixée au CEO, c'est de ne pas aller sur les systèmes d'armes. En revanche, transporter du matériel ou des troupes d'un point A à un point B, en dehors des théâtres d'opération, ça, c'est acceptable pour la famille, c'est acceptable pour le CEO. Donc, évidemment, il y a des fois des sujets qui peuvent devenir un peu borderline. Dans ce cas-là, le CEO nous le présente et on prendra une décision ou non sur ces sujets qui sont un peu plus de la RSE quelque part que de l'intérêt économique. Donc la famille est à l'origine de cette vision à 5 ans et ensuite l'opérationnel alimente le business quotidien. Exactement. Ok. Ça se passe comment chez vous? Est-ce que c'est un peu le même principe? Et comment est-ce que vous conjuguez? Là, on voit des horizons de temps différents, 5 ans, les impératifs du quotidien. Comment est-ce que ça s'organise dans votre groupe? Est-ce que c'est très différent ou pas? J'imagine que c'est très proche et évidemment très différent parce que à ce niveau de pratique, chaque entreprise a ses caractéristiques et son histoire surtout, son ADN. Mais moi, ce qui me touche dans nos aventures familiales, c'est que, en tout cas, ça fait partie des grands principes dans la famille Mullier, c'est la proximité qu'il faut développer en tant qu'actionnaire avec les entreprises. Comment être en proximité sans être les mains sur le volant? C'est toute la nuance, mais quand on est en proximité, de facto, il y a un rapport au bien, qui est une entreprise,
à l'action que je détiens qui dégage autre chose que l'aspect matériel et financier. Et c'est ce qui me permet de penser que le long terme se joue à partir de cette proximité, cette compréhension de ce qu'est une entreprise. Et surtout, et là c'est l'histoire d'une vie d'une entreprise, c'est de développer le pourquoi. Et donc, comment coordonner une vision d'actionnaire, une vision de dirigeant ou une vision des opérationnels, c'est simplement en garantissant le fait qu'il n'y ait qu'une vision, en garantissant le fait qu'il n'y ait qu'un pourquoi. Et cheminer sur ce sujet-là, c'est effectivement toute une vie, parce qu'une entreprise, ça a plein de défauts. Une entreprise peut avoir un caractère purement financier, matériel, et pourtant, il faut aller en chercher le sens. Et le sens, il existe dans chacune des entreprises, ne serait-ce que par l'emploi, ne serait-ce que par l'ancrage dans un bassin de vie, ne serait-ce que par un produit ou un service. Mais il y a une histoire à raconter, et à partir de cette histoire, on peut améliorer la vie de l'entreprise, donc, de facto, la vie de l'ensemble des parties prenantes de cette entreprise. Donc, mon rêve, et c'est le sport national pour nous tous, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait qu'une vision. Alors justement, une seule vision. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que les compétences soient concentrées entre les mains de la famille? Est-ce que ça implique ou est-ce qu'on conseille d'aller chercher des compétences à l'extérieur de la famille? Vous qui avez une vision non pas de l'intérieur mais de l'extérieur et qui observez plusieurs types d'entreprises, qu'est-ce qui est assez courant? Comment est-ce que ça se passe? Ouais. Alors, en fait, peut-être juste avant de répondre à cette question, je pense que ce qui est important, c'est on l'a dit, mais c'est vraiment fondamental, c'est que cette transformation, elle est presque consubstantielle à l'entreprise familiale. L'entreprise familiale doit se transformer pour assurer sa pérennité, pour assurer sa durabilité, de génération en génération. Et finalement, cette transformation, elle s'opère à certains moments charnières dans la vie, dans le développement de l'entreprise familiale. Et puis, cette entreprise familiale, elle doit aussi concilier deux éléments. La vision, le long terme, mais également, et la vision, c'est le respect de la culture, c'est le respect des valeurs, c'est le respect peut-être de la tradition, de l'histoire de l'entreprise familiale, mais elle doit concilier cette vision qui s'inscrit sur le long terme avec ces impératifs de transformation, voire de diversification. Et dans ce genre de situation, alors je pense qu'il n'y a pas de réponse unique finalement à cette question. Chaque contexte familial, chaque moment dans le développement d'entreprise familiale est vraiment unique. Mais plus la complexité est grande, plus le recours à des compétences, des expertises, des expériences externes est important. Effectivement, il y a des choix assez différents qui sont faits. Chez vous, Daher, le CEO et le directeur financier sont extérieurs au groupe, c'est ça? Pas extérieurs au groupe, pardon, sont extérieurs à la famille, c'est bien ça? Correct. Alors, l'histoire de Daher, il y a 160 ans, pendant 153 ans, c'était des CEO familiaux. Alors, pourquoi ce changement? Alors, effectivement, on a un problème de compétences. En 2016, lorsqu'il s'agit de mon père, Patrick Daher, voulait quitter ses fonctions de directeur général, donc de CEO, il a fallu le remplacer et il n'y avait pas de compétences au sein de la famille. Donc nous avons sélectionné un CEO qui s'avérait en fait être une des personnes du COMEX qui était là depuis plusieurs années à travailler avec Daher. Et on a eu tout un processus pour pouvoir le sélectionner avec des cabinets de recrutement, de sourcing pour s'assurer qu'il était pertinent. Et puis tout un processus de validation au sein de l'entreprise familiale au niveau du conseil de compagnie, de la holding opérationnelle, au niveau des commandités et au niveau ensuite de corps Daher, de manière plus large des commanditaires. Le CEO, aujourd'hui, effectivement, il est en lien, même s'il est non familial, et le CFO aussi, même s'ils sont non familiaux, aujourd'hui, ils sont très en lien avec la famille. On se voit régulièrement au cours de l'Assemblée générale, au cours de dîners thématiques pour exposer la nouvelle thématique, le plan stratégique, la décarbonation, c'est un sujet du moment, et d'autres sujets. On se voit aussi, par exemple, dans la réunion des actionnaires, qu'on fait une fois par an, et on est évidemment dans l'aéronautique au salon du Bourget, donc ça c'est tous les 2 ans. Au niveau des commandités, on se voit par exemple tous les 3 fois par an, où le CEO nous fait un point d'étape.
de situation. Et on voit aussi le CFO, par exemple, une fois par mois, pour qu'il nous donne un état des résultats financiers de la société, pour savoir le jour où on a un investissement majeur, savoir où on en est de la vie économique de l'entreprise. Donc voilà, ils sont extérieurs à la famille, et pour autant, on les voit régulièrement, et le CEO n'a pas d'enfant, et il est un peu assimilé à un cousin maintenant dans notre famille. En plus des 700... C'est le 701e, effectivement. Voilà. C'est courant, ça, comme modèle, ou finalement, est-ce que vous avez plus l'habitude de voir des CEO qui sont des membres de la famille? Et finalement, est-ce qu'il y a un modèle qui a peut-être des avantages ou que vous observez comme plus avantageux? Alors, je pense que je l'ai dit tout à l'heure. En fait, je pense qu'il n'y a pas de réponse unique. Ce qu'on voit quand même, c'est juste une statistique, c'est qu'il y a 55% des 500 plus grandes entreprises familiales mondiales ont un dirigeant externe. Alors, c'est les plus grandes, donc complexité des opérations, d'où recours certainement à des expertises externes. Moi, je pense que, en fait, il y a quand même un certain nombre d'avantages à avoir un dirigeant externe. Ça peut faciliter la séparation des rôles entre l'actionnariat et la direction opérationnelle. Ça peut permettre aussi, on en a parlé lors d'autres débats, de ne pas avoir à faire un choix par défaut. C'est-à-dire que si dans le cercle familial, à un moment donné du développement de l'entreprise familiale, il n'y a pas de successeur, recourir à un manager externe, je pense que c'est évidemment une bonne approche. On revient au sujet de la pérennité, et puis quitte ensuite sur un nouveau saut générationnel de recourir à un membre de la famille. Et puis le dirigeant externe peut également, à un moment, être un trait d'union entre deux générations, justement, et servir pour la prochaine génération un peu de coach, accompagner le développement de cette nouvelle génération, pouvoir également conseiller sur les qualités des membres de cette nouvelle génération, et ceci de manière peut-être un peu plus objective et sans affect. Vous pouvez rester avec nous, c'est le thème de la table ronde d'après, justement, l'engagement de nouvelle génération. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, ce que vous venez d'entendre, Fabien Derville, par rapport à votre modèle? Chez nous, autant que possible, on fait en sorte que le président soit familial. C'est pas toujours possible. En tout cas, on n'en fait plus un dogme, mais un parti pris. Pour ce qui concerne les dirigeants, et j'apporterai une nuance sur le fait qu'il y en a qui réfléchissent à avoir un CEO actionnaire, familial ou externe. Il y a aussi l'interne, c'est-à-dire parmi les salariés, les coéquipiers de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise est capable de faire émerger le dirigeant de demain? Donc on est certain que majoritairement, il faut aller chercher en interne les ressources qui sont capables de conduire l'entreprise dans un futur relativement proche. Les questions du long terme sont plutôt des questions dont les actionnaires ont la responsabilité. La question un peu plus court et moyen terme, c'est pour les dirigeants, et on pense que c'est plus favorable quand quelqu'un vient de l'interne. L'entreprise a sa fonction d'ascenseur social, c'est en tout cas dans nos valeurs. Mais on sait faire des exceptions. Personnellement, j'en ai vécu une, et ça nous réussit bien. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que, et c'est le cas de Decathlon, le geste métier est parfaitement maîtrisé. Mais ce que nous demande le monde environnemental, de même que nos clients, c'est finalement de faire en sorte que nous ayons une autre réponse. Donc de vous adapter en vous transformant, en vous diversifiant. Voilà. Et on pense que le meilleur moyen de bouger les lignes, c'est de faire venir une ressource externe avec un regard croisé qui nous fait être les mêmes tout en changeant beaucoup de choses. Alors vous avez une particularité aussi familiale, c'est d'avoir un actionnariat qui est très structuré, d'être organisé donc autour de l'association Famille Mullier. Comment est-ce que ça influe, vous, sur votre façon d'être président? Comment les rapports s'organisent? On voyait un petit peu tout à l'heure le modèle de Daher aussi. Il y a une gouvernance qui est très très bien écrite, avec le principe, on en a parlé dans les groupes précédents, de cette fameuse dualité
entre l'exécutif et le non-exécutif. Ça a été dit et redit, mais ça fait partie des grands principes de notre gouvernance. Et donc chaque entreprise, qui plus est avec une taille conséquente, il y a un conseil de surveillance, il y a un conseil d'administration, il y a un comité audit, il y a une assemblée générale, et si l'entreprise est d'une certaine taille, c'est deux par an, même s'il y en a une qui est juridique, l'autre pas. Donc voilà, il y a une volonté d'organiser les choses tout en rendant l'ensemble des parties prenantes complètement en conscience. En termes de chiffres, est-ce que vous communiquez combien vous êtes, combien vous êtes dans l'entreprise, combien vous êtes d'actionnaires aujourd'hui? Decathlon ou la famille? La famille. La famille, on est 1500 descendants, Ouais. peut-être 1550, excusez-moi pour cette non-précision, et 890 associés. Un associé, c'est quelqu'un qui a en général plus de 20 ans et qui a vécu un parcours qui lui permet de comprendre ce qu'est l'AFM. Et donc, voilà, 890 qui se sont prêtés à cet exercice de savoir de quoi je suis actionnaire. Et l'actionnariat diffère entre Mobivia et Decathlon? Si proche, si loin, puisque ma mère est une Mullier, mon père a fondé Noroto qui est devenu Mobivia. Donc on est affiliés, mais l'histoire est différente parce que les actionnaires sont d'origine différente et la gouvernance est légèrement différente. Donc voilà, on est cousins. Vous êtes cousins. Et est-ce que vous pouvez me détailler un peu les différences de choix que vous avez pu faire d'un côté ou de l'autre? De choix, non, c'est l'histoire qui a fait ce choix qui fait qu'il y a une différence entre les deux écosystèmes, hein, celui de Decathlon, dont la famille Mullier est propriétaire, et de Mobivia. C'est que quand mes parents ont fondé Noroto, ils l'ont fait avec des Mullier, personnes physiques, des amis qui n'avaient rien à voir avec les Mullier, et des Derville, parce que mon nom de famille est Derville. Voilà. Donc ça fait une composition florale complètement différente par rapport à la famille Mullier, qui est une famille de sang, et je vous ai parlé de sens, d'accord, mais qui fait que ce sont des actionnaires d'origine qui sont de la même famille. Donc voilà. Au final, ça fait une gouvernance complètement différente. Alors vous pourriez aussi rester avec nous pour après, parce que c'est un modèle notamment d'intrapreneuriat dont on va parler. Et effectivement, vous êtes connu pour investir dans les développements des entreprises de vos membres familiaux, finalement. Je réponds ? Vous pouvez répondre, tout à fait. Oui. Sur la question entrepreneuriale, c'est certainement un trait de caractère de cette famille qui est de cultiver cette valeur entrepreneuriale pour que chacun puisse inventer son histoire. Ce n'est pas le cas pour tous. Et le but, c'est que ce ne soit pas le cas pour tous, mais qu'on puisse célébrer et honorer tous ceux qui ont envie de créer leur propre entreprise, leur propre chemin, créateur d'un projet de sens, créateur d'emploi. Voilà ce qu'on cultive dans la famille. Donc il y a une nurserie de jeunes entreprises créées par des familiaux. Il y a un encouragement à ce que des dirigeants de nos entreprises inventent aussi les relais de croissance. Voilà, on est très porté sur cette question de la valeur entrepreneuriale. Alors Damien Daher, j'ai quelques chiffres que vous avez prononcés en tête. Vous avez dit que vous étiez 700 cousins, 350 actionnaires, 14 000 collaborateurs. Combien de membres de la famille sont aussi collaborateurs de l'entreprise? Alors, uniquement 3. C'est pas beaucoup, ça peut interpeller, surtout dans une entreprise familiale. Je sais que d'autres familles essayent de valoriser énormément l'emploi des familiaux dans le monde opérationnel ou à des postes d'administrateurs. Exemple, et les Mullier à ma gauche. Un très bon exemple. Notre choix s'est porté différemment aujourd'hui. Nous considérons que dans l'opérationnel, et là on est au niveau du débat de famille, hein, nous considérons que dans l'opérationnel, c'est les compétences qui sont à privilégier plutôt que le lien familial. C'est un choix orienté, c'est un débat, c'est notre marotte, on revient régulièrement, tous les 5 ou 10 ans, on parle de ce sujet-là. En fait, notre objectif, le principe qu'on établit, c'est de dire que le membre familial qui est dans l'opérationnel est un ambassadeur de la famille dans l'opérationnel, et en retour, il est donc opérationnel, il est ambassadeur de l'opérationnel dans la famille. Et pour ce faire, on considère que seules les personnes qui arrivent à des postes suffisamment élevés, c'est-à-dire qui ont une vision large de l'entreprise, peuvent communiquer positivement
dans l'un et dans l'autre. Voilà. Et donc, on a été très sélectif jusqu'à présent. C'est un choix. On le reverra peut-être un jour. Il faut qu'on le remette sur la table. Ça, c'est un sujet qu'on vous pose ou que vous traitez aussi, vous, Vincent Papazian, que vous observez, cette intégration dans l'opérationnel des membres de la famille? Oui, en fait, je pense que ce qui est vraiment important de souligner, c'est qu'on est, quand on parle de gouvernance d'entreprise familiale, en fait, il y a vraiment deux gouvernances. Il y a la gouvernance familiale et puis il y a la gouvernance d'entreprise. Et sur la gouvernance d'entreprise, il y a des bonnes pratiques en matière de gouvernance d'entreprise. Et je pense que ce qui est vraiment fondamental quand on veut que ça fonctionne bien entre un actionnariat, entre une famille et un dirigeant, c'est de respecter quelques bonnes pratiques en matière de gouvernance d'entreprise, notamment avec un dirigeant qui va exécuter une stratégie et avec un conseil d'administration, conseil de surveillance, qui est l'émanation de la famille et des actionnaires, qui va contrôler cette exécution, qui va décider et qui va contrôler l'exécution de cette stratégie. Ce qui peut être aussi intéressant de mettre en place dans des entreprises familiales de tout type, de toute taille, c'est aussi à un moment de proposer des comités spécialisés qui vont pouvoir éclairer le conseil d'administration, le conseil de surveillance sur un certain nombre de décisions, et notamment les décisions stratégiques. Et puis la présence aussi d'un administrateur indépendant peut être également bénéfique, parce qu'il va apporter évidemment des compétences, une vision externe, et il va également apporter de la pondération et de la neutralité, et peut-être dépassionner un peu parfois certains débats. Oui, et essayer de résoudre aussi l'émergence de conflits qu'il peut y avoir. Ça arrive souvent? Ça arrive, mais le plus souvent, les sujets sont traités quand même en amont de la gouvernance d'entreprise. Ils sont traités au sein de la famille, dans des réunions aussi avec la direction. Ils sont traités en amont. C'est rarement dans le cadre de conseil d'administration que ça se passe. Au sein de Cordair, d'ailleurs, vous avez eu cette volonté d'aller chercher des compétences extérieures. C'est un peu cette neutralité que vous recherchiez? Alors, au niveau de la Cordair, non, ce ne sont que des familiaux qui sont dedans. En revanche, au niveau du conseil d'administration de la holding opérationnelle, je vous ai dit qu'il y avait un conseil d'administration de 12 administrateurs. Ouais. 6 sont familiaux, 2 sont de BPI parce que c'est BPI a 10% des actions du groupe d'AR, et 4 sont indépendants. Et effectivement, ce qu'on va chercher, c'est la variété de compétences au sein de ce conseil-là, et on fait tourner les postes à un rythme raisonnable, pas tous les 4 matins, mais on fait tourner les postes pour que justement les gens et de la famille puissent faire partie de l'aventure entrepreneuriale, et qu'on aille chercher des compétences en fonction de la taille de l'entreprise. Dans les années 90, ça faisait 70 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est 1,6 milliard aujourd'hui, ça a été multiplié par 20 en 30 ans. Les problématiques ne sont pas les mêmes. Et si nous continuons la croissance, les problématiques seront différentes dans 5, 10, 15 ans. Donc il faut qu'on aille chercher cette complémentarité de compétences au sein des personnes. Et justement, j'ai une question pour vous deux. Est-ce qu'aujourd'hui, elles sont faciles à trouver, ces compétences? Et qu'est-ce qui est recherché comme type de compétences par les entreprises familiales? Alors, au niveau opérationnel, c'est des compétences clés qui peuvent être du juridique, du RH. Nous sommes industriels, donc c'est comprendre les métiers de l'industriel. Nous avons un des administrateurs, par exemple, qui travaille chez Veralia et qui est un industriel dans le verre, pas dans l'aéronautique, mais du coup qui a toute la compréhension industrielle et qui apporte beaucoup au conseil. On a une autre personne qui vient de chez Air France aussi, donc on va chercher des compétences sectorielles. Voilà, on va avoir cette diversité-là. Et puis après, ce qu'on va chercher au niveau familial, donc là je reviens sur Cordair ou sur Génération d'AR, c'est plus des personnes qui ont... on se rapproche de plus en plus avec des personnes qui ont une compétence, un affectio familiae fort, qui doivent être un lien de communication entre le CEO et les membres de la famille. Voilà. Ouais, je rajouterais qu'au-delà des compétences opérationnelles, évidemment, qu'on recherche dans un dirigeant externe, il y a également des compétences relationnelles qui sont fondamentales. Parce qu'il va falloir discuter avec la famille, il va falloir discuter avec les actionnaires familiaux. Il faut avoir le sens du dialogue, il faut avoir la capacité aussi de persuader, d'infléchir certaines décisions ou certaines visions.
Et donc là, ça nécessite beaucoup de doigté et beaucoup de qualité personnelle et relationnelle de la part de ces dirigeants. Et d'ailleurs, clairement, il y a des échecs. Hein. Il y a des dirigeants externes qui restent finalement assez peu à la tête d'entreprises familiales. Et c'est le plus souvent quand même sur des sujets relationnels et moins sur des sujets de stratégie et de vision à long terme. D'accord. Pour mener à bien une transformation, une diversification, il y a aussi l'enjeu des compétences de tous les collaborateurs. Aujourd'hui, pour Decathlon, pour Mobivia, c'est un challenge, cette question des compétences. On sait que l'environnement est assez concurrentiel. Oui, c'est un challenge. Souvent, une entreprise avec son métier fait émerger ses compétences et dans la mesure où nous avions à répéter le geste pour faire mieux demain ce qu'on faisait hier, c'est souvent les ressources internes qui sont la meilleure réponse. Quand la compétition se complexifie, ou les attentes du consommateur nous demandent de bouger les lignes, c'est évident que nos entreprises doivent revisiter quelques sujets qui demandent de l'expertise. Et donc, il faut maintenant marier les deux, des compétences externes sur des sujets choisis, le maximum de compétences internes, parce qu'il y a plein de ressources fantastiques dans nos entreprises. Et ça va aussi sur la question du genre ou d'autres considérations sur des cultures internationales pour les entreprises qui le sont. Donc je pense qu'il faut bien comprendre la problématique de l'entreprise, ou les problématiques, il n'y en a pas beaucoup. On a des problèmes, on en a tous les jours, mais des problématiques, il y en a peu, pour pouvoir les résoudre à partir de la composition d'une équipe de compétences externes, de compétences internes, féminins, masculins. Et donc voilà, cet enjeu, c'est trouver le bon combo pour donner la bonne réponse au bon moment. Beaucoup d'éléments de réponse de votre part à tous. Pour conclure, j'aimerais bien avoir peut-être vos conseils ou ce que vous pourriez, ce que vous avez observé dans votre histoire, dans votre quotidien, dans vos groupes, comme bonne pratique ou peut-être choses à éviter en matière de gouvernance pour entraîner son entreprise face aux enjeux d'aujourd'hui, de transformation, d'adaptation, que vous avez aussi présenté tout à l'heure. Sur la question de la gouvernance, comment favoriser la transformation à partir des grands principes de notre gouvernance. Moi, je vais vous citer une belle phrase qui ne vient pas de moi et que j'aurais aimé apprendre plus tôt ou comprendre plus tôt. Et donc, ça vaut pour chacun qui est en responsabilité. Si tu cherches la liberté, tu risques d'être esclave de tes désirs. C'est pour ça qu'on travaille à ce que chacun puisse avoir un partenaire dans la dualité, un président, un DG, ou un dirigeant, un coach, pour essayer de gagner en conscience et en discernement pour être plus pertinent dans les décisions à prendre. Qui un dirigeant, un coach. Souvent, vous avez des coachs externe ou interne, on peut en changer dans son parcours de vie. Voilà. Donc cette question du chemin dual pour être plus éclairé dans les bonnes décisions. Merci. Damien Daher. Moi, je pense que en matière de gouvernance, deux éléments clés. Le premier, vous avez compris qu'il y a, comme le FBN, il y a les trois cercles, la famille, l'entreprise et l'actionnaire. Et il y a une phrase qui est clé, c'est on joue tout son rôle, que son rôle et pas plus que son rôle. Et ça, c'est important de pouvoir bien définir chacun des rôles et de ne pas les marcher sur les plates-bandes des autres. À 700 membres familiaux et 14 000 employés, si jamais chacun décide de tout, on finit très rapidement à plat. Donc, c'est cette définition-là dans les statuts, dans les règlements d'intérieur et qu'on fait vivre dans les actions au quotidien qui est importante. Ça, c'est un point, je pense, qui est assez fondamental. Je suis sûr que dans plein d'entreprises, c'est des choses qui sont pensées, faites et organisées, mais c'est vraiment le moment où c'est pas fait, je pense que c'est un des vecteurs d'échec d'une société.
Et Ouais. qui évolue beaucoup au fil du Voilà, temps et de la vie de exactement. l'entreprise. Ça, c'est le deuxième élément, c'est l'amélioration continue. Il faut qu'on se remette en question. On a, par exemple, au sein de chaque conseil, on s'autocritique tous les 3 ans, je crois de mémoire, pour s'assurer que est-ce que ce qu'on fait, c'est correctement fait en termes de procédure, en termes de réflexion, en termes d'action, en termes de personnes éventuellement. Et on se re-challenge régulièrement là-dessus et on challenge les autres. Et particulièrement, s'il y a bien un rôle qu'on a, nous, en tant qu'actionnaires, c'est de s'assurer que le CEO, c'est la bonne personne qui délivre correctement, qu'on l'accompagne correctement, et le jour où ça ne fonctionne plus, ou qu'il arrive en fin de mandat, en fin de carrière, qu'on pense à sa succession. Voilà. Et ça, c'est les 2 éléments fondamentaux, je pense, qui sont dans notre réflexion au quotidien. D'accord. Sur le long terme, j'entends. Vincent Papazian. Ouais, je dirais que, de nouveau, ce qui est important au niveau de la gouvernance d'entreprise, avec la présence d'un dirigeant externe, c'est vraiment le dialogue. Les dispositifs qui permettent ce dialogue de manière continue, en veillant à ce que chacun reste dans son rôle de dirigeant opérationnel, d'actionnaire et de famille. Eh bien, un grand merci à tous les 3. Vous auriez tous pu rester avec nous. Je vous aurais volontiers gardé, mais il n'y a pas la place. Et surtout, bravo. Et surtout, vous allez laisser la place à un plateau 100% féminin après ce plateau 100% masculin. Merci. Merci à vous 3.